Chers amis de TV Liberté, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Des vœux bien tardifs, nous ne nous sommes pas vus depuis l'année dernière. Le décor a un peu changé, mais ce n'est que passager. Par contre, notre émission a un peu évolué. Mon camarade Thomas, qui m'a accompagné lors de la première, nous avons parlé des élections américaines, officie maintenant sur un autre média alternatif de qualité. Vous pourrez l'y croiser. Malheureusement, ne peut plus participer avec nous. Je vais donc reprendre la charge seul, alors soyez indulgents. Mais je sais que vous savez l'être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet festif et qui donne le moral pour cette année 2021. Nous allons parler de la mafia. Et surtout, nous allons parler du devenir mafia du monde. Je m'explique. Quand j'étais beaucoup plus jeune, donc il y a une vingtaine d'années, les choses étaient encore assez simples et vous les avez vécues certainement. Il y avait d'un côté des gens qu'on pourrait appeler les citoyens, les bons, les sympathiques, des gens qui ne pensaient pas à mal, et de l'autre vous aviez des gens qui voulaient détruire l'ordre public et la concorde civique. Délinquants, criminels, escrocs, ce que vous voulez. On pensait que le monde était divisé entre, ces deux classes-là, et pour ceux qui avaient un regard sociologique, on pensait qu'il y avait 10% de gens très honnêtes, comme me le disait l'économiste Jean-Michel Servet, 10% de gens très malhonnêtes, et entre les deux, ça dépend. Mais le monde a évolué, la mondialisation est passée par là, et avec elle, ce que Jean-François Guéraud, donc le grand intellectuel de sécurité intérieure, un commissaire divisionnaire de son État, auteur d'une œuvre charpentée, principalement publiée aux éditions de J. Jacob, appelle l'hybridation. Et donc, nous vivons dans une hybridation criminelle. C'est-à-dire que notre système économique et ses reliques phares, que sont les grandes entreprises, et principalement les entreprises multinationales, s'adonnent parfois, fonctionnent parfois comme des organisations criminelles. Il ne s'agit pas de les juger moralement. Alors après, vous vous dites, oui, mais bon, tous pourris, tous criminels, on a déjà entendu ça en terrasse de café. Oui, mais malheureusement, la réalité peut parfois dépasser les craintes que nous avons d'elle. Et c'est pour illustrer ces craintes que j'ai demandé à recevoir un des auteurs d'un ouvrage qui vient de sortir, qui est ici, Multinationale ou Mafia vers une planète bananière. Ouvrage paru aux éditions Perspectives Libres, donc je suis aux premières loges parce que, comme vous le savez, je suis également l'éditeur de cet ouvrage, de Tawfik Behani et de Nicolas Faure, qui ont tous les deux une expérience internationale, une expérience moyen-orientale, donc à présent, et qui ont pris le pari de démontrer qu'il y a parfois des similitudes, des convergences, des identités entre le fonctionnement d'organisations criminelles et le fonctionnement d'entreprises multinationales. Avant de passer à la découverte de cet auteur et de son œuvre, enfin de sa co-œuvre, ne soyez pas trop désarçonnés par le sujet, car il y a, depuis l'histoire du capitalisme, un soubassement criminel, pour une raison, c'est que ça fait partie du système économique, et parfois, les circuits d'argent noir entrent dans les circuits légaux. C'est une opération que vous connaissez qui s'appelle du blanchiment. Et parfois, ça va trop loin. Et aujourd'hui, depuis entre autres les scandales Wachol et autres, ceux qui veulent approfondir ces notions peuvent aller vers le capitalisme criminel chez Jean-François Guéraud. Une partie de l'argent criminel maintient l'économie occidentale. Et d'ailleurs, la Commission européenne, qui est quand même
l'organe qui oriente nos vies, hein, et d'ailleurs pour aller dans un même pas européen vers le mur, ce qui est quand même déjà, il faut lui rendre grâce pour ça, l'a elle-même reconnu en demandant aux États de comptabiliser le trafic de drogue et la prostitution dans le calcul du PIB. C'est vers ces joyeusetés et quelques autres que nous allons avec notre auteur du jour. Bonjour Nicolas Faure. Bonjour Pierre-Yves, comment allez-vous ? J'espère mieux que la France, pour tout vous dire. C'est pas difficile. C'est pas compliqué. Alors, dites-moi, comment... parce que bon, aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de multinationales se plaignent que les populations ne les aiment pas, qu'à cause, entre autres, des mouvements anti- puis altermondialistes, elles aient une réputation exécrable. Comment vous est venue l'idée de vous dire ici, finalement, ces gens ont si mauvaise réputation, est-ce qu'ils ne le méritent pas en partie ? Comment vous est venu avec votre co-auteur Taoufik Bani le fait d'essayer de mettre en miroir les mafias et les entreprises multinationales ? Alors écoutez, pour vous dire la vérité, cet ouvrage, il a plusieurs causes. La première cause, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, c'est une passion pour le cinéma, et notamment Taoufik est un cinéphile averti. Une passion pour le cinéma avec un film culte qui a fait tous notre plaisir durant notre jeunesse, le film Le Parrain. Donc c'est une passion pour le cinéma, couplée avec une expérience de travail associée avec des multinationales, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, dans le cadre de Taoufik, plus des discussions et des lectures. C'est-à-dire que ces 4 éléments ont été mélangés, ont été mixés, et suite à une réunion de travail, vous allez voir, l'anecdote est très étrange, on s'est retrouvé dans une réunion de travail où en fait on est participant à utiliser, en le sachant ou en ne le sachant pas, une réflexion du film Le Parrain. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et on s'est regardé avec Taoufik, et ça fait tilt. On est sorti du meeting et on s'est dit, tu as vu là ce qu'il a dit, tout ça ? Ah oui, c'est la formule quand Don Corleone, dans Le Parrain numéro 1, dit à son neveu Tony Montana, à qui le producteur hollywoodien Waltz a refusé un rôle dans un film, il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et il se trouve que, je suppose que vous avez vu le film, Waltz, le producteur de films américains, le lendemain retrouve la tête de son cheval car tombe dans le... C'est une des scènes les plus mythiques du film Le Parrain. Tout à fait. Donc avec Taoufik, on s'est penché sur le sujet et on s'est dit, mais particulièrement Taoufik qui a l'habitude des multinationales, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des similitudes à dégager et à mettre en exergue entre ces deux univers ? Et petit à petit, à force de recherche, parce qu'on a fait un gros travail de recherche, c'est un travail qui a pris plus de 2 ans, il y a une bibliographie, comme vous l'avez vu, avec plus d'une centaine d'auteurs, on a fait un gros travail de recherche, et on n'a pas des documentalistes comme certains auteurs, que je ne citerai pas, et on écrit nous-mêmes le bouquin. Donc, j'en suis témoin. Vous voyez, c'est écrit vraiment par les 2 auteurs, et pas par un troisième, ou par des nègres. Et petit à petit, en couplant nos lectures, et notre culture d'entreprise, notre expérience de business, on s'est aperçu qu'il y avait des similitudes qui touchaient un petit peu à tous les domaines. Alors la similitude la plus explicite étant le dress code, c'est-à-dire la façon de s'habiller. On en a vu un petit peu, en faisant aussi des recherches poussées, que la façon de s'habiller, il y avait un mimétisme. Alors René Girard nous a beaucoup servi dans cette comparaison, parce que René Girard, qui est le théoricien du mimétisme, du désir mimétique, et on a vu qu'en fin de compte, l'homme d'affaires, l'archétype que nous on a choisi dans nos démonstrations, c'est-à-dire le chef d'entreprise, le chef d'une multinationale, le PDG d'une multinationale, le chairman, voulait, dans son inconscient ou à travers ses habitudes et sa façon de penser, ressembler à un chef mafieux. Oui. Et on a vu que dans l'autre sens, le chef mafieux voulait aussi une seule chose, et on le voit aussi dans le film Le Parrain, c'est-à-dire gagner en respectabilité et in fine ressembler à un chef d'entreprise. Ça, c'est le Parrain numéro 3. Ça, on le voit particulièrement tout à fait dans le Parrain 3. C'est-à-dire, alors, on s'est appuyé notamment sur un historien de la mafia qui s'appelle Salvatore Lupo, qui est le centre anti-mafia qui est basé à Palerme, où
Salvatore Lupo aujourd'hui parle d'une bourgeoisie mafieuse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le mafieux des années 2020, c'est pas un monsieur qui est sur son cheval avec un fusil de chasse sur l'épaule. C'est un monsieur qui a 2 masters et qui peut parler 2 ou 3 langues et qui va descendre dans des chaînes d'hôtels internationales et qui va avoir le même emploi du temps qu'un chef d'une filiale d'une entreprise multinationale. Alors, on est rentré dans le détail parce que dire que les multinationales ont tendance à se comporter comme des organisations mafieuses, c'est un poncif, on l'entend de partout. Mais nous, on a voulu vraiment faire une démonstration, et la démonstration, nous pensons en tout cas qu'elle est pertinente dans le sens où nous avons examiné vraiment plusieurs champs dans lesquels, selon nous, la similitude est avérée et éprouvée. Puisqu'on n'est pas dans le sentiment, donc on a adopté vraiment une méthode scientifique, une méthode de démonstration en utilisant une méthode analogique. C'est-à-dire qu'on a, à travers les sciences sociales, analysé le rôle d'un manager, d'un leader dans une entreprise, donc une organisation économique, et on a fait la comparaison avec, à travers des historiens de la mafia, beaucoup, la façon dont une organisation mafieuse fonctionne. Et in fine, je dirais même à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'il y avait des ressemblances qui étaient frappantes, insoupçonnées et qui mettaient un peu mal à l'aise d'ailleurs les gens qui travaillent dans des multinationales, puisque nous connaissons des gens qui travaillent dans des multinationales, on leur a parlé de notre démonstration et on a senti un petit peu comme un malaise. Parce que quelqu'un qui travaille dans une grande multinationale, lui dire que son organisation est gérée avec des éléments, avec des points communs que l'on retrouve dans des organisations criminelles, c'est quelque chose qui paraît tout à fait saugrenu. Mais après notre démonstration, on arrive à démontrer qu'il y a vraiment des éléments troublants et dérangeants. Je vais me permettre de citer un auteur très aimé sur TV Liberté, qui est M. Pierre Berger. « Je suis un mafieux, je ne crois qu'à ça. Je ne crois qu'aux amis dont on est sûr, qu'on s'est choisi et c'est fini. » Et c'est vrai que ce type de raisonnement clanique, doublé au fait qu'aujourd'hui, et ça j'emprunte la réflexion au magistrat Jean de Maillard, Jean de Maillard, l'œuvre de Jean de Maillard, je la recommande, mais c'est joyeux comme Berlin-Est un jour de fête. C'est tristouné à plus savoir qu'en faire, parce que, disons que c'est quelqu'un qui pense profondément et depuis longtemps que la criminalité financière a gagné, et ne peut que gagner. Donc c'est pas à lire le soir avant de se coucher. Et il démontrait la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, sur bien des activités, et ça se voit par exemple dans ce qui se passe aujourd'hui sur les vaccins, ça se voit aujourd'hui dans, par exemple, le fait qu'une entreprise que je n'accuse de rien, comme Pfizer, ait déjà été condamnée, très lourdement condamnée, pour des faits graves, et que d'un seul coup, il faille à tout prix faire confiance à des gens qui sont déjà ont été des délinquants, vu qu'ils ont été condamnés définitivement. Et Maillard prenait cet exemple-là. Aujourd'hui, la seule chose qui permette au sein de l'hybridation du capitalisme criminel de s'y retrouver, c'est la dénomination légale. Or aujourd'hui, une part d'organisation, grands laboratoires, cigarettiers, quelques autres, premièrement ont un bilan humain qui est tout à fait comparable à celui de certaines organisations criminelles, et deuxièmement, l'industrie financière. Là, on a un bilan, je rappelle que si on se rappelle du film Inside Job, 100 millions d'emplois directs ont été détruits par la crise de 2008. Donc 100 millions de personnes ont été impactées directement. Donc peu d'organisations mafieuses ont de tels tableaux de chasse. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à légaliser, juste parce que le législateur l'a dit, des comportements qui ont tout à fait un versant criminel. Vous parliez de cinéma tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez d'un film qui s'appelait Révélation ? Russell Crowe, Al Pacino, qui est une histoire vraie. Russell Crowe est un cadre de l'industrie de ce qu'on appelle les 7 sœurs, donc les 7 grandes compagnies du tabac, qui avait juré au grand Dieu devant le Congrès que est-ce que le tabac fait du mal ? Bien sûr que non. Et lui avait balancé, ça a brisé d'ailleurs sa vie et sa carrière, avait balancé les documents internes.
Il s'est quand même retrouvé avec des menaces écrites, des menaces dites, une balle qui est arrivée par l'opération du Saint-Esprit dans sa boîte aux lettres, etc., etc. Et aujourd'hui, nous allons vers une généralisation de ces comportements hybrides. Et donc la question, c'est pour vous, est-ce qu'on n'est pas, après, dans un nouveau type d'entreprise, vous savez, on a eu les manufactures, 18e, 19e siècle, on a eu ce qu'on appelle les entreprises casernes, donc les Ford, etc., qui allaient avec la mobilisation de masse. Ensuite, on a eu les entreprises de capitalisme d'État dans les années 60, les multinationales dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir de la structure économique, c'est pas justement cette bourgeoisie mafieuse? C'est pas pour vous l'entreprise mafia? Alors, l'entreprise mafia, elle sera jamais, on va dire, dénommée de la sorte, mais ce qu'on peut constater, c'est que, nous, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que la mondialisation, c'est-à-dire qui a augmenté le volume d'échange de marchandises, de biens, de services et d'hommes depuis le début des années 80. Alors, on l'explique sous l'influence toute bête du container, de l'informatique, et de la financiarisation. Donc ces trois facteurs combinés ont fait que vous avez des flux de plus en plus importants qui ont pu se déplacer autour du globe. Et si vous voulez, la mondialisation, elle est vraiment... elle est la condition sine qua non pour que de telles organisations puissent se développer. C'est-à-dire que les multinationales, tout comme les organisations mafieuses, elles surfent sur la mondialisation et ça a été une occasion en or. Et Xavier Hofer le disait notamment, dès que le mur de Berlin est tombé, une semaine après, il y avait des prostituées roumaines place de l'Étoile à Paris. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui s'adaptent très facilement. Totalement. Et les multinationales, c'est la même chose. Les multinationales, de par leur force de frappe, de par leur service juridique, de par leur impact financier, elles peuvent déceler une faille dans une législation, elles peuvent déceler une faiblesse au niveau d'un État, une faiblesse politique, une faiblesse administrative. Et les multinationales, qui par définition sont présentes sur les 5 continents, sont toujours à même d'optimiser leur activité économique. Nous, on parle de prédation, c'est-à-dire que... ça en est objectivement. Ça en est objectivement, et on fait le parallèle avec Lucky Luciano, qui est le grand mafieux qui a internationalisé la mafia dans les années 20, c'est-à-dire c'est le premier chef mafieux, donc un italo-américain qui faisait partie de la mafia et de Cosa Nostra ensuite aux États-Unis, qui a industrialisé, rationalisé et optimisé l'activité criminelle. Un grand manager. Exactement, devant l'éternel, et qui a marqué les annales de la mafia. Bien sûr. Et c'est le premier qui a compris que, il disait à l'époque d'ailleurs, et il a dit, moi je veux même plus des tueurs, moi je veux des avocats. C'est ce qu'il a dit, il a dit ça dans les années 20. Il dit, je veux des avocats, moi. Et ça, cette formule-là, on la retrouve aussi dans le parrain numéro 3, où Michael Corleone dit à son neveu, qui est un chien fou, il dit, non mais je veux pas des tueurs, moi je veux des avocats. Et nous, ce qu'on a essayé de démontrer dans le bouquin, justement, c'est que les chemins qui étaient utilisés, par exemple, dans les circuits financiers, c'était les mêmes chemins qui étaient utilisés à la fois par les multinationales et à la fois par les organisations criminelles. Prenons le cas de la financiarisation, qui est intéressant. Au tout début, c'est quelque chose de marquant pour que nos téléspectateurs comprennent comment ce type d'organisation fonctionne. Il y a un autre point commun qui est terrible entre les deux structures. La mafia, tout comme les multinationales, sont des structures qui innovent très peu. Elles achètent l'innovation à d'autres, ce qui est beaucoup moins cher que de la faire soi-même. Dans le cas de... C'était Xavier Hofer qui nous faisait rire à une époque quand j'étais son étudiant, qui nous disait c'est comme les voitures piégées, il faut toujours les faire de la même manière parce que quand on innove dans ces métiers-là, c'est peut-être pour la dernière fois. Et on le sait par le témoignage de Repentis, que quand le Glass-Steagall est détruit aux États-Unis, donc par monsieur Lawrence Summers, donc nous sommes sous Clinton, Wall Street va connaître son boom, et dès la fin des années 80, donc quelques années avant, la mafia s'intéresse énormément au développement de la bourse. Et elle va suivre toutes les étapes, de la libéralisation clintonienne jusqu'au trading à haute fréquence.
elle ne va jamais précéder. À chaque fois, elle attend et elle va acheter, tout comme une multinationale achète des startups. Elle va acheter les meilleurs traders ou les meilleurs spécialistes en maths du MIT, et c'est d'ailleurs les Gambino qui ont commencé ça, et Guéraud le rappelle, en moins de 3 mois, les familles new-yorkaises qui ne connaissaient rien, nada, au monde financier, en moins de 3 mois, avaient leurs équipes prêtes, elles étaient déjà introduites, et c'est l'extraordinaire plasticité de ces organisations qui peuvent, par la force de leur mobilisation financière, arriver là où elles n'ont aucune expérience, s'imposer comme des acteurs majeurs et apprendre. C'est ce qui fait le problème également que les États ont aujourd'hui. Parce que il y a un autre point, il y a un point commun qui est sous-jacent à votre livre. C'est qu'en réalité, ce sont deux structures qui posent de gros problèmes à la décision démocratique aujourd'hui. L'un, elle l'a toujours fait, la mafia. Elle a parfois fait des arrangements avec la démocratie, la mafia. Lucky Luciano, dont vous parlez, a conseillé le gouvernement américain pour le débarquement de Sicile, ce qui a fait 30 ans de paix à la pieuvre, en Italie. Jusqu'au, disons, réveil de la question mafieuse dans les années 70-80, avec la mort de Falcone, la mort du général qui avait été détruit, qui avait brisé les brigades rouges quand même, et qui est assassiné des mains de la pieuvre. Mais ça a fait quand même de 1945 à 1970 une grande période de paix et de prospérité pour la mafia italienne. Et donc parfois, la mafia fait le dos rond avec la démocratie. Mais à un moment ou à un autre, pour des faits, vous le dites très bien, de prédation, ça se voit aujourd'hui dans la gestion d'une ville comme Naples, etc., il y a mécaniquement un affrontement. Or, aujourd'hui, par l'optimisation fiscale généralisée, on ne le voit pas vu de France, mais malheureusement, on devrait d'ailleurs, parce que ça concerne une partie de notre territoire qui est la Guyane. Mais par exemple, la prédation de ressources naturelles par les grandes entreprises facilitées par les organismes criminels bouffe toute une partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. La grande question des cartels au Mexique, ce qui est très drôle, c'est que beaucoup des gens qui sont tués par les cartels sont des militants écologistes et des militants syndicaux. Étonnant. Étonnant, dans une zone qui concentre la plupart des grandes entreprises américaines dans des zones qui sont de droit mou, disons ça comme ça, dont certaines grandes entreprises françaises qui n'exportent pas les droits de l'homme aussi facilement que les politiques français les exportent les exploitent de manière verbeuse. Mais vous voyez, c'est tout ce monde-là que toute une partie de l'idéologie libérale nous cache, parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a rien qui marche aussi bien qu'une entreprise, ce qui est faux. Les grandes entreprises sont bureaucratisées, comme les États. Elles ont ce que Garber appelait des bullshit jobs, c'est-à-dire des choses qui servent à rien. Elles ont des absurdités. Ce sont des structures humaines avec des limites humaines. Mais aujourd'hui, on ne se rend pas compte, parce qu'on a tendance, depuis les années 80, à peut-être surjouer l'entrepreneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a tellement surinvesti sur ces rôles sociaux qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de la réalité du rapport de force, non pas entre l'État et la multinationale, mais entre la démocratie et la multinationale? Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Nous, on a essayé de démontrer une chose, c'est qu'en fait, les organisations criminelles et les multinationales, elles avaient un ennemi commun, qui s'appelle l'État. C'est-à-dire que ça peut apparaître assez bizarre, mais chacun dans leur domaine. Mais une multinationale, elle a son propre territoire. Elle veut optimiser au maximum sa souveraineté par rapport à une norme sociale, à une norme environnementale, par rapport à une norme fiscale. Un gang criminel, il veut échapper à la punition, il veut échapper à la sanction pénale. Mais in fine, ces deux organisations que tout distingue, en tout cas dans la perception du grand public. On ne peut jamais comparer Cosa Nostra et Nestlé, par exemple. Mmh. Mais quand vous rentrez dans l'État, vous apercevez qu'il y a un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'État. Et l'État, c'est quoi? Jusqu'à nouvel ordre. C'est un État-nation avec un système démocratique et un système de démocratie représentative. Mmh. Alors, on a très bien vu d'ailleurs en Sicile, c'est flagrant, que la mafia s'est attaquée à des politiques. Mmh. C'est-à-dire
qu'est-ce qui représente le plus l'État qu'un homme politique? Il n'y a rien d'autre. On assassine un homme politique, ça veut dire, et on a vu avec, Totorina, notamment en Sicile, qui a fait assassiner des juges, le président de la région de Sicile, etc., etc. Donc il y a un combat à mort. Alors ce qui est dangereux actuellement, c'est juste une petite incise pour la mafia, c'est ce que dit Lupo en ce moment, c'est qu'il faut s'inquiéter du moment où l'on n'entend plus parler de la mafia. Ça devient dangereux. Parce que la mafia, quand elle assassine des gens, quand elle organise des attentats, on sait qu'elle est là. Oui. Mais quand quand la mafia ne fait plus parler d'elle, et c'est ce qui est le cas d'ailleurs depuis quelques années, c'est un gros problème. Et je vous dirais qu'on peut dire aussi la même chose des multinationales. Les multinationales, quand est-ce que vous entendez parler des multinationales? En général, quand il y a une grosse fusion-acquisition, qui est parfois organisée par le futur président de la République. Ça peut arriver. Qui travaille dans des grandes banques d'affaires. Et bon, en cas de FUSAC, on entend parler. Les bilans et les comptes, c'est assez difficile. Si vous voulez savoir aujourd'hui qui est propriétaire, par exemple, alors les comptes, on les a, mais qui est propriétaire de Nestlé, vous ne pouvez pas savoir. Nous, on insiste beaucoup sur l'élément juridique, outre le fait que Toufik et moi-même soyons de formation juridique. La question des sociétés anonymes, par exemple, nous pensons que c'est un obstacle à la transparence. Alors on parle de la transparence aujourd'hui dans beaucoup de domaines, mais on pense que la transparence juridique, savoir qui est actionnaire d'une société qui a le PIB du 5e pays au monde, moi je pense que nous pensons que ça peut intéresser les citoyens. Ça peut intéresser les citoyens. Surtout que si vous parlez tout à fait à raison de la structure de société anonyme. Juste une petite incise avant de vous redonner la parole. Il y a une chose qu'on ne dira jamais assez sur la crise de 2008. Parce qu'on s'imagine que, voilà, comme c'est de l'économie casino, on n'imagine pas qu'il y a des morts derrière. Le problème, c'est que ce sont les pays en développement qui ont banqué pour les 100 millions d'emplois détruits, pour la plupart. Le problème, c'est que dans beaucoup de pays, j'en connais un certain nombre pour y avoir un peu vécu, vous perdez un emploi, vous perdez la vie. Et votre famille avec. Enfin, faut voir ce que c'est. On imagine que tous les États ont des filets de sécurité comme la France a réussi encore à en maintenir, et encore dans quel état? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes l'exception, ce que les gens doivent bien avoir en tête. La structure de société anonyme a permis ces prises de risques financières. Vous vous rappelez l'image d'Épinal du trader qui se fout par la fenêtre en 1930, après la Grande Dépression. Les historiens américains sont en train de travailler sur tout ce qui est autour de la commission Pécora. Certains ont peut-être été aidés aussi à faire parce que tant qu'à se défenestrer, autant se défenestrer, fenêtre ouverte. Se défenestrer, fenêtre fermée. Bon, je veux bien qu'on aille jusqu'au bout, mais bon, quand même, il faut un peu de confort dans tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte pourquoi ils se sont suicidés, parce qu'ils étaient en société en nom propre. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils perdaient, c'était pour leur face. Et certains clients n'aiment pas qu'on perde leur argent. La société anonyme, et les responsabilités limitées qui vont avec, ont permis à des gens de prendre des risques phénoménaux avec la peau des autres. Et c'est ce genre de questionnement que l'Occident aurait dû avoir après 2008, qu'il n'a pas eu. Et là, nous avons poursuivi les courbes. Et nous arrivons à la situation de votre livre. De plus en plus, nous avons eu besoin de l'argent criminel, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en cumulé, alors il y a des gens qui y touchent beaucoup plus que le trafic de drogue. Les médicaments, par exemple, l'industrie du médicament qui est la plus rentable au monde, plus rentable que certaines entreprises criminelles. Mais l'argent de la drogue, c'est colossal. L'argent des armes, c'est colossal. De plus en plus, l'argent de la contrefaçon. Eh bien, cet argent a bien transité par les marchés. Vous le dites très bien, il a transité par la même tuyauterie que l'argent des multinationales. Et il a consolidé un système économique. Vous êtes d'accord avec moi que ça a eu nécessairement un prix. Et si aujourd'hui nous sommes, on ne va pas dire mous, mais inefficaces, dans la traque de l'argent noir, ce n'est peut-être pas pour rien. Vous voyez ? Tout à fait. Effectivement, nous on s'est interrogé vraiment sur beaucoup de faits qui nous sont apparus assez étranges. C'est-à-dire que, comme vous le dites, quand vous avez des organismes ad hoc qui ont été créés, je pense à Tracfin par exemple,
des organismes de la sorte, effectivement, on peut se poser des questions sur des mouvements de capitaux gigantesques, sur des questions de blanchiment. Alors, de temps en temps, on le montre, là, vous avez HSBC en 2012, qui a été condamné aux États-Unis pour avoir quand même blanchi 1 milliard de dollars pour les cartels mexicains. C'est quand même pas mal. Bon, alors, une amende qui est aux alentours de 800 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'une semaine de revenus pour la banque, c'est-à-dire peanuts. On peut vraiment se poser des questions d'une collusion au niveau politique, disons les choses. C'est pas un secret pour personne. Quand vous avez des banques qui sont soutenues alors qu'elles ont... par exemple, HSBC, elle aurait dû perdre sa licence. Oui, c'est totalement, clair, oui. elle aurait dû perdre sa licence sur le champ. Et puis, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu des interventions de l'Angleterre, du Royaume-Uni, donc... auprès du gouverneur de la Banque centrale américaine notamment, et on voit que HSBC a toujours pignon sur rue, donc ça interroge beaucoup le simple citoyen que nous sommes par rapport au traitement, considérant que le système aussi juridique américain a ceci qui le permet de toujours s'arranger. C'est le fameux plead and bargain, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que selon l'amende que vous paierez, bon, on peut passer l'éponge, vous faites un gros chèque et c'est reparti de plus belle. Donc on voit qu'il y a vraiment une aujourd'hui, rappelez-vous, avant il y avait une grande différence entre les droits de common law et le droit continental. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas sur bien des faits. Je vais vous en donner un. Je n'aurais pas cru que la doctrine juridique française accepte que, comme aux États-Unis, les États prennent la place de responsabilité des multinationales dans le cas des vaccins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des pertes sèches sur les vaccins, c'est-à-dire des gens qui font des réactions allergiques, qui meurent, etc., c'est les États qui paieront et pas ces gens-là. Je n'aurais pas cru. Les États-Unis ont marché dans cette combine qui, je le dis sincèrement pour tous ceux qui me prennent pour ce que je suis, c'est-à-dire un vil antilibéral, certainement, j'en accepte tout à fait l'augure, mais même les gens qui ont une définition, disons, qui ont une vision libérale du monde, théoriquement, le libéralisme est fondé sur l'idée de responsabilité doctrinalement. Or, que des gens se défaussent de leur responsabilité sur le collectif mais privatisent les profits, parce que bon, il n'y a pas de petites économies, j'aurais cru que les doctrines juridiques continentales ne plieraient pas. Grâce à la Commission de Bruxelles, qui est quand même l'une des plaques tournantes d'un lobbyisme sympathique que dans d'autres pays on appellerait corruption facilement, mais a priori corruption c'est au-dessous d'un certain niveau de civilisation, de droits de l'homme et de LGBT friendly, vu qu'aujourd'hui la civilisation c'est à peu près ça, avant tout. Grâce à la Commission européenne, on a laissé tomber la notion de responsabilité. Donc si vous voulez, aujourd'hui on devient exactement la même chose que les États-Unis à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une fuite, si vous voulez, de la notion de responsabilité à partir d'une certaine taille de l'entreprise. Ce n'est pas la manière dont on a pensé l'économie de marché habituellement. À ce propos, ça rejoint une notion que l'on développe, c'est la notion de secret. Comme vous le savez, les parlementaires européens, et je me documentais là-dessus il n'y a pas longtemps, et on en a également parlé là avec Toufik, les parlementaires européens n'ont pu avoir accès qu'au contrat qu'il y ait la Commission européenne et les sociétés pharmaceutiques pour les laboratoires que pendant une durée de 1 heure, sans téléphone, dans des pièces, avec mieux que ça, les clauses principales qui étaient caviardées. Est-ce que vous savez... On est dans le secret. Mais est-ce que vous savez qu'en droit européen, qu'en histoire européenne, vous avez déjà eu un traité comme ça? C'était le traité transatlantique, la première monture. TAFTA, voilà. Alors le TAFTA, ils ont fait exactement de la même manière, 1 heure sans téléphone, voilà. avec clause principale caviardée, voilà. C'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Alors on le soulève, ça, on en parle justement, et on voit qu'on est vraiment dans une notion du secret qui est caractéristique du système mafieux. Parce que, alors, une organisation mafieuse, elle marche avec de la violence. Alors la violence, on fait aussi le parallèle. La violence, quand vous avez des gens qui se suicident à France Télécom par série de 10, il peut y avoir une violence morale aussi. Rappelez-vous les filets anti-suicides dans certaines grandes entreprises chinoises, voilà, etc. Exactement. Donc, la machine est ton Dieu. Très bon livre à lire pour voir ce que c'est que la fabrique des iPhones, entre autres. Voilà. Donc la notion de secret, on voit qu'elle est similaire. La notion de violence,
à la violence physique qui caractérise les organisations mafieuses, nous pouvons opposer la violence morale. Et même la violence physique dans certains coins du territoire, enfin dans certains coins de la planète, parce que ce qu'on ne peut pas faire dans les rues de Toulon, de Marseille ou de Paris, on peut tout à fait le faire en banlieue de Mexico. Hein. Tout à fait. Le prix de la vie est fluctuant par la géographie. Hein. Alors en parlant de Mexico, on a fait un autre parallèle aussi avec la franchise, parce que nous travaillons dans le domaine de la franchise, et vous avez un gang mexicain qui a créé sa propre franchise, son réseau de franchiseurs en stupéfiants. C'est les Zetas. Alors, on s'est basé sur les travaux de Tom Wainwright, qui était un auteur américain. Alors, vous avez un franchiseur donc, qui est grossiste en produits stupéfiants, qui franchise des dealers, qui franchise des réseaux en leur fournissant donc ce qu'on retrouve dans le contrat de franchise, c'est-à-dire un support logistique, des armes, une formation avec un training et une marque surtout, c'est-à-dire que le produit stupéfiant est certifié. Donc vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'on fait là encore un parallèle, alors on peut nous dire c'est tiré par les cheveux, mais non, là c'est pas tiré par les cheveux, c'est la réalité, c'est une franchise de stup. Alors le contrat, bien sûr, je pense qu'il est signé avec un pistolet sur la table, pas avec un stylo Mont Blanc, on est d'accord, mais c'est un contrat qui lie le franchiseur au franchisé, applicable au domaine des stupéfiants. Et en parlant du domaine des stupéfiants, ce que l'on a démontré aussi, c'est que les stupes, comme on dit trivialement, qui étaient l'apanage des organisations criminelles, aujourd'hui, concernant le cannabis, par exemple, on voit qu'aux États-Unis, c'est rentré dans le domaine légal. Hein, c'est une activité qui a été appropriée comme les tabacs à une époque, avec des régies qu'il y avait au début du XXe siècle. Mais les stupéfiants, aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez des franchises dans l'État du Colorado, notamment, avec des grands groupes également, qui sont utilisés pour vendre un produit qui était jadis susceptible de sanctions pénales. Donc on voit vraiment, là encore, les similitudes qui sont frappantes. Nicolas Faure, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup. Je recommande encore une fois votre ouvrage. Celui de Toufik Benni et de moi-même, et de mon partenaire, qui n'a pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui à cause du Covid. Mais on espère que ça ne sera que partie remise. En tout cas, avec grand plaisir, parce que c'est un ouvrage passionnant. Multinationale ou mafia vers une planète bananière aux éditions Perspectives Libres. Chers amis, il me reste à vous remercier, à vous dire au mois prochain avec, disons, là encore, un nouvel auteur, disons, qui se rapproche de notre grande famille des alternatifs. Vous pouvez trouver cet ouvrage, je le dis pour les soutenir, chez votre libraire du coin avant tout, sur simple demande, sur nos librairies amies du Ken, Librairie Vincent, quelques autres, et sur le site du Cercle Aristote, cerclearistote.com. N'hésitez pas à nous suivre sur le site ou sur YouTube et à suivre TV Liberté, parce que face justement à l'étouffement de la démocratie, qu'il soit le fait de ceux qu'on estimait dans le temps être les gentils ou qu'il soit le fait de ceux qui sont plus agressifs, contre ça, eh bien, votre seule arme, c'est la pensée et l'information alternative. Au mois prochain et merci à tous.